Mesdames et messieurs, de l'édition du soir. Au menu, l'actualité internationale, la revue de la presse africaine et vue du net. Mais notre invité, c'est Saourou Sène, secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Saourou Sène, bonsoir à vous. Bonsoir Moustapha. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout à l'heure, nous évoquerons avec vous la crise qui sévit actuellement dans le système éducatif sénégalais. Ce magazine par le fait du jour. S'il y a une boisson vendue le mieux, c'est bien sûr celle énergisante, très prisée pour la plupart par des jeunes, surtout en activité, et même si ça bouleverse le sommeil. Ouais. Moi, je bois beaucoup de cette boisson. Quand je descends du travail, ça me donne de l'énergie, la force de travailler. Mais franchement, des fois, ça m'empêche de dormir. Consommation à forte demande sans savoir les effets secondaires, puisque le plus important est peut-être l'appétit, de réduction de la sensation de fatigue. Ah oui, je le bois parce que ça me donne de l'énergie pour travailler seulement. Oui, la publicité nous dit que ça nous donne de l'énergie. Les citoyens, on le consomme, c'est seulement ça. Franchement, moi, le seul effet que je connais, c'est l'énergie qu'il nous donne, seulement. Le plus souvent emporté par la publicité qui garantissent des bienfaits, et pourtant la composition de ces boissons énergisantes vendues en canettes ne semble être conseillée. Pour la plupart, on y retrouve de la caféine, des vitamines de tout genre, de la taurine ou encore des extraits végétaux, d'une crainte d'ingestion qui pourrait troubles cardiaques. C'était donc le reportage du jour avec Abdou Khoudous Diallo qui s'intéressait aux effets parfois nocifs des boissons énergisantes. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Aïcha Diakhaté. Bonsoir Aïcha. Bonsoir à vous Moustapha. On commence par la République démocratique du Congo. Le déraillement d'un train fait 4 morts. Exactement. 4 personnes sont mortes ce mardi dans le déraillement d'un train de transport de marchandises dans le centre de la République démocratique du Congo. 4 morts et 5 blessés. Ce bilan est encore provisoire car les wagons du train se trouvaient encore sur la voie cet après-midi, déclare à l'AFP François Moutambou, responsable de la Société nationale de chemin de fer du Congo à Kananga. L'ensablement du réseau ferroviaire L'origine de l'accident, poursuit-il. En novembre, 35 personnes ont perdu la vie dans des accidents de train, ce qui fait dire que les accidents de train sont fréquents en République démocratique du Congo en raison de la vétusté des voies ferrées. On va au Kurdistan irakien, 5 morts et 70 blessés dans des manifestations. Effectivement, 5 manifestants ont été tués, au moins 70 blessés par balle ce mardi 19 lors d'une manifestation dans la localité au nord de Suleymani, après que des manifestants ont incendié hier des sièges de l'Union patriotique du Kurdistan, UPK, et du Parti démocratique du Kurdistan, PDK, à Raparine. Des affrontements sont suivis avec les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu, faisant au moins 5 morts et 70 blessés. Taha Mohamed, porte-parole du département local de la santé, en conférence de presse cet après-midi. Moustapha Diop. Comme il le fait chaque année, Reporters sans frontières a publié son rapport 2017 et ce qu'on peut dire, Aïcha, c'est que plusieurs journalistes sont morts en 2017 simplement parce qu'ils faisaient leur métier. Il s'agit de 65 journalistes chaque année. Reporters sans frontières dresse un bilan, vous l'avez dit Moustapha, en 2017 il est moins lourd que l'année précédente.
65 journalistes tués dans le monde, 39 l'ont été sciemment, 26 en exerçant leurs fonctions sur des terrains souvent très dangereux. À l'image de la Suisse, Véronique Robert, touchée par l'explosion d'une mine, et leur fixeur traducteur irakien, pays où à l'Irak du moins, ce pays à haut risque, mais aussi la Syrie qui demeure la plus meurtrière pour les reporters. Et puis les journalistes que l'on emprisonne, 326 sont derrière les barreaux. Ils sont 52 en Chine avec des conditions de détention souvent sourdes. États-Unis, un discours de Donald Trump froisse la Chine mais aussi la Russie. Effectivement, comme déjà pendant sa campagne électorale, Donald Trump déterre à nouveau la hache de guerre, en tout cas verbalement, dans un rapport de 70 pages. Dans son discours sur la sécurité, il a attaqué le front des deux puissances rivales des États-Unis, la Chine et la Russie. Selon lui, ces dernières essaient de remettre en cause l'influence, les valeurs et la richesse de l'Amérique. Pour plus de détails, suivant ce récit de Rokhaya Togafay. Le président américain a présenté ce lundi sa stratégie de sécurité nationale, pointant du doigt la Chine et la Russie comme suprématie américaine. Il s'est aussi arrêté sur le danger que représente le régime nord-coréen et s'en est pris au Pakistan qu'il accuse de ne pas lutter avec assez de force contre le fondamentalisme. Nous sommes aussi confrontés à des pouvoirs rivaux, la Russie et la Chine, qui défient l'influence, les valeurs et la richesse des États-Unis. Il dit, je cite, « Nous allons essayer de construire un partenariat solide avec eux et d'autres pays, mais de manière à ce que notre intérêt national soit toujours protégé. » C'était donc le discours de Donald Trump, Aïcha Diakhaté, qui a suscité des réactions aussi bien à Moscou qu'à Pékin. Effectivement, Mustapha, le discours de Donald Trump est ressenti comme une douche froide à Pékin. Même tonalité du côté de Moscou, accusé par Washington dans son dernier rapport sur sa stratégie politique. On termine avec la Syrie. Bachar el-Assad répond au Français Emmanuel Macron. Au lendemain des déclarations sur la Syrie, le président Bachar el-Assad a confié à la presse son sentiment sur la France et la position de Paris vis-à-vis de Damas. Il dit, je cite, « En ce qui concerne les Français, on sait que la France a été le fer de lance du support du terrorisme en Syrie. Depuis les premiers jours, ils ont le sang des Syriens sur les mains. En ce jour, poursuit-il, leur position n'a pas évolué. Ils ne sont même pas en mesure d'appeler à une conférence de paix. C'est la déclaration de Bachar el-Assad à l'endroit des Français. A rappelé Mustapha que ce dimanche, le président français Emmanuel Macron a déclaré au cours d'un entretien avec France 2 que Bachar el-Assad n'était pas son ennemi, mais plutôt l'ennemi du peuple syrien et qu'il faudra lui parler, même s'il devra un jour répondre à ses crimes. Voilà l'essentiel de l'actualité. Merci à vous Aïcha Diakhaté pour cette page internationale. La suite de l'édition du soir avec la complicité de Cheikh Tidiane Ndiaye. L'ex-président malien Touré sera de retour à Bamako le 24 décembre selon ses proches. Selon les journalistes maliens qui livrent l'information dans Maliweb, d'après ses partisans, Amadou Toumani Touré rentrera à Bamako dimanche prochain, 5 ans après avoir quitté son pays pour Dakar où il vit depuis le coup d'État qui l'a contraint à l'exil en 2012. Si elle ne confirme pas ce retour maintes fois annoncé, les autorités maliennes ne le démentent pas non plus. Dixit.
Après le retour d'Amadou Toumani Touré, parlons à présent de la présidentielle algérienne. Saïed Bouteflika ne sera pas candidat, déclare Ould Abès, secrétaire général du FLN dont El Watan. Le site algérien va en profondeur et explique dans ses colonnes qu'une chose est sûre pour M. Ould Abès, le frère du président n'a pas l'intention de briguer un mandat à la place de son frère Abdelaziz. Je jure qu'il n'a pas l'ambition de remplacer Ould Abès, les trémolos dans la voix avant de demander aux colporteurs de fausses rumeurs de laisser Saïed tranquille. Il est conseiller à la présidentielle comme le sont Mohamed Ben Ammar, Zerouni Tayeb Belaïz et d'autres, a expliqué le chef du premier parti du pays. Il ne s'occupe que du domaine dont il est en charge. Des propos rapportés par nos confrères algériens qui se tiennent par ailleurs attaqués par ses adversaires au sein l'accuse d'avoir mené une campagne calamiteuse qui a coûté plusieurs sièges lors des locales du 23 novembre. Le secrétaire général a tenu à rétablir sa vérité et cela passe par les chiffres, les détails à lire dans le site. Et on poursuit avec IZF qui plaque à sa une: bon élève de la classe ouest-africaine, le Cap-Vert se sent un peu à part. À en croire nos confrères ivoiriens, cela devrait marquer une intégration du Cap-Vert en Afrique de l'Ouest. L'accession à la tête de l'exécutif de l'organisation régionale CEDEAO, mais la place lui a échappé, une déconvenue qui ravive le sentiment d'isolement de l'archipel. Et le site de préciser que c'était au tour du Cap-Vert de prendre en 2018 la présidentielle de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en vertu de l'ordre alphabétique. Mais lors du sommet de l'organisation ce week-end à Abuja, le poste est revenu à la Côte d'Ivoire. Parmi les motifs de cette décision ont été évoqués des arriérés de cotisations non réglés par Praia. Mais le président capverdien Jorge Carlos Fonseca a dénoncé dans une déclaration à la télévision publique des arrangements politiques contraires selon lui aux règles de l'organisation. Créée en 1975, la CEDEAO, mosaïque de pays francophones, anglophones et lusophones, plus de 330 millions d'habitants, vise une intégration économique accrue entre ses membres. Mais les responsables capverdiens regrettent que l'archipel, ancienne colonie portugaise au large du Sénégal, ne pèse guère au sein du bloc régional malgré son image de modèle de démocratie africaine dans une zone souvent troublée. Cette année encore, le Cap-Vert est le pays ouest-africain le mieux placé à l'indice de la gouvernance par la fondation Mo Ibrahim à la 4e place sur 54. Terminons avec le site guinéen africaguinée.com qui explique comment un escroc a abusé de plusieurs filles au Fouta. La rédaction du site guinéen nous mène au centre de la baie et balance le témoignage de MD, la jeune fille de 21 ans qui a été victime d'escroquerie de la part d'un inconnu rencontré sur Facebook qui lui avait promis un mariage à Libé. Chez d'autres victimes, celles-ci n'avaient pas eu jusque-là le courage d'expliquer au public leur mésaventure. MD ainsi que ses autres victimes ont un point commun crédule. Cet individu qui se fait appeler Shérif Aïdara les a toutes bernées presque de la même façon. Une rencontre sur Facebook, promesse de mariage, ensuite l'escroquerie. Quelquefois même, il profite de la crédulité de certaines en couchant avec elles avant de disparaître. Aujourd'hui, des plaintes sont déposées contre cet escroc dans plusieurs unités de sécurité de la baie. Une source sécuritaire a confié à africaguinée.com que ce n'est pas un fait nouveau. Cet inconnu qui trompe les femmes est un récidiviste qui a observé une trêve. Sinon, c'est depuis 3 ans qu'il sévit au Fouta.
Je vous le disais tout à l'heure, notre invité, c'est le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, Saourou Sène. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous donc, nous allons parler des problèmes de l'école sénégalaise. La remarque, c'est que le mois de décembre est marqué par quelques perturbations. On a entendu plus des élèves qui réclament des professeurs qui ont préféré quitter les salles de classe, mais également il y a des syndicats qui ont déjà entamé des mouvements de grève. Comment expliquer ce moment précis? Tout à fait, M. Diop. Cela se comprend dans la mesure où, vous savez, pour ce qui concerne les enseignants, il y a que le gouvernement du Sénégal a un accord qui indique clairement que le 30 novembre de chaque année, ça devrait trouver le paiement intégral des déplacements du BFM et du baccalauréat. Jusqu'au moment où nous vous parlons, malheureusement, l'État paye à compte-gouttes. Ici, ajoute pour ce qui concerne les élèves que vous venez d'évoquer, il y a un manque criard d'enseignants aujourd'hui au niveau national. Lorsqu'on s'est rencontré à Saly, on avait demandé devant d'ailleurs l'autorité qui avait représenté M. le Président de la République et la primature qu'on autorise, comment dirais-je, qu'on permette au ministère de l'Éducation d'avoir une autorisation spéciale de recrutement d'enseignants cette année pour combler les déficits. Alors l'un dans l'autre, il se trouve aussi qu'à cette fin du mois, nous avons trouvé des salaires ponctionnés par l'État du Sénégal et la justification était donnée par le directeur de la solde qui a indiqué par ses services dans le cadre de la manipulation des allocations familiales. Donc c'est le tout qui a fait qu'aujourd'hui l'école est dans une situation de perturbation. Mais je dois le préciser encore une fois de plus. Nous, au syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, nous avons l'impression que c'est fait à dessein. Dans la mesure où, encore une fois de plus, pour ce qui concerne ces déplacements-là, mais il est clair que l'État va les payer. La preuve, il est en train de payer. Mais très souvent, si on agite cette situation, c'est pour mettre l'école dans une pas une. Les enseignants vont commencer à crier, ça va faire une grève et l'opinion sera informée que les enseignants sont en grève et l'État paye intégralement. Une fois qu'il paye intégralement, mais les questions qui sont les plus fondamentales, à savoir l'indemnité de logement, l'indemnité d'enseignement, l'indemnité de suggestion, les lenteurs administratives, entre autres questions, les syndicats peineront à remobiliser les enseignants. Ils peineront à convaincre l'opinion de cette nouvelle situation de grève. Alors, ce qui étonne également Saourou Sène, c'est qu'il y a quelques mois, on avait organisé des élections de représentativité syndicale. Oui. On sait à peu près quels sont les syndicats les plus représentatifs. Ces syndicats-là, pour l'essentiel, ont déposé des préavis de grève, mais ils ne sont pas encore en grève. À côté de cela, il y a d'autres syndicats qui sont en grève. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de contraindre ces syndicats-là, qui, disons-le, ne sont pas très représentatifs, à arrêter ces mouvements? Bon, écoutez, moi je ne la grève des syndicats dits non représentatifs. Pour la bonne et simple raison que c'est de leur droit, étant donné aussi que quand on a terminé les élections de représentativité, tout le monde sait aujourd'hui que les interlocuteurs du gouvernement, c'est les syndicats représentatifs. Justement. Maintenant, puisque ces syndicats-là ne sont pas dissous, ils ont le droit d'exister. Et très souvent même, il faut le reconnaître, c'est peut-être un moyen pour eux de dire que malgré le fait que nous n'ayons pas atteint les 10%, mais nous sommes là. Mais je crois encore une fois de plus, il est important pour les enseignants que nous puissions davantage être plus sérieux dans ces types de grèves-là. Il est important qu'on se le rappelle, même les syndicats représentatifs, mais ils représentent tous les enseignants. Oui. Et c'est la raison pour laquelle moi je crois que nous devons aller vers des rencontres qui nous permettent de rassembler toutes les organisations. Parce que de toute façon, encore une fois de plus, si les syndicats représentatifs qui sont les interlocuteurs directs du gouvernement obtiennent des acquis pour les enseignants, ils les enseignants. Alors, revenons un peu à ces élections de représentativité syndicale. Est-ce qu'il était prévu que les syndicats qui n'atteindraient pas les 10% seraient dissous? Non, ça n'a jamais été dit. Mais encore une fois de plus, comme je l'ai dit, bon, je ne souhaitais pas très sincèrement, parce que vous comprenez une chose. Oui. Écoutez, si ces syndicats décrètent, mais allez sur le terrain pour vérifier si les enseignants suivent. Parce que quand même, les enseignants
responsables. Et d'ailleurs, c'est même un pléonasme que de dire que les enseignants sont responsables. Ils sont là pour formater, pour former les citoyens. Et par conséquent, les enseignants attendent clairement les mots d'ordre des syndicats représentatifs. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que ce que vous réclamez, notamment les indemnités du BAC et du BFM, auraient dû être payées depuis le 30 novembre. Ça n'a pas été fait. Oui. Alors, vous avez un préavis de grève. Vous avez également dit que l'État a commencé à payer. Oui. Cela veut dire que peut-être ce préavis... Le préavis n'a rien à voir justement avec ces questions-là. C'est la raison pour laquelle je le reprécise. Ces questions de déplacement, le plus normalement du monde, seront payées. Le seul regret que nous avons, c'est que quand même les enseignants sont les seuls agents de l'État qui, après avoir fait 5 mois, mais attendent le paiement de la mission qui est effectuée. C'est un regret. Mais je dis très souvent que l'État utilise cette situation pour mettre l'école dans une de perturbation. Et une fois que cette situation perturbe l'école, mais l'État sort maintenant l'argent, il paye. Et à partir de ce moment, il nous met en mal avec l'opinion. Parce qu'au moment où nous allons nous lever pour les véritables questions qui concernent tous les enseignants, à partir de ce moment, l'opinion dira tout simplement que nous ne savons que faire dans la grève. Peut-on alors dire que certains syndicats sont tombés dans le piège de l'État? Je ne pourrais pas le dire comme vous l'avez dit, mais c'est tout comme. Parce que, encore une fois, avec un de vos confrères que je sais très bien qu'une enveloppe d'1,35 milliard a été envoyée à l'enseignement supérieur au titre des déplacements. Et par conséquent, c'est des déplacements qui seront payés. Par contre, il y a qu'avec le régime, nous avions parlé déjà du système de rémunération qui a fait l'objet d'une étude. Et l'étude a été partagée par les partenaires sociaux et l'étude révèle carrément que c'est un système frappé d'inégalité. Il va falloir corriger. Et dans notre préavis de grève, nous avons parlé de l'indemnité de logement qu'on ne peut pas ne pas changer cette année. Nous avons parlé de l'indemnité d'enseignement. Qui fait partie de ce que vous appelez les véritables revendications. Les véritables revendications. L'indemnité de suggestion. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Dans tous les services, si vous arrivez, vous regardez le chef de service, vous pouvez l'identifier. Mais c'est seulement à l'école, au lycée et au collège où personne ne peut faire la différence entre le proviseur, le censeur et le chef de service qui ne bénéficient de rien du tout. Et pourtant, c'est des chefs de service. Dans leur service, il y a des fonctionnaires de la hiérarchie B, il y a des fonctionnaires de la hiérarchie A3, il y a des fonctionnaires de la hiérarchie A1. Et pourquoi ces gens-là ne devraient pas être dans une situation tout à fait acceptable? Voilà des questions qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous ne le disons pas, mais nous l'avons constaté. À chaque fois que l'Assemblée nationale vote le budget, mais nous voyons la ligne du DMC. Et cette ligne est toujours pourvue. 15 personnes ne reçoivent son DMC. Ça veut dire qu'il y a un détournement d'objectifs. Le DMC est utilisé ailleurs. À d'autres fins. Mais bien sûr, à d'autres fins. Par qui? Le ministère. Bon, écoutez, c'est l'économie et des finances. Il semblerait que le FNR est déficitaire. Et l'argent qui devrait servir au DMC, les gens risquent de verser ça au niveau du FNR. Et pourtant, vous avez dit que ça a été voté? Non, je vous dis que la ligne, elle est clairement pourvue. Oui. Et les concernés régulièrement votés par l'Assemblée nationale. Régulièrement votés par il y a un détournement d'objectifs. C'est clair à notre niveau. L'autre élément aussi, il faudrait le reconnaître, c'est qu'il y a ces lenteurs qui sont là. C'est vrai que nous avons encouragé et applaudi le système de dématérialisation. Mais on oublie, et ça nous fatigue aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de projets et d'actes d'intégration, de validation ou d'avancement qui sont dans le pipeline, qui doivent faire l'objet d'un traitement manuel. Pour ces dossiers-là, on ne peut pas progresser. Alors, pour toutes ces revendications, leur objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Mais pourquoi on ne vous entend pas quand des élèves manifestent, par exemple à Tamba, à Bakel, pour réclamer des professeurs? Ils disent qu'ils n'ont pas assez de professeurs de maths, ils n'ont pas assez de professeurs de sciences physiques, etc., etc. Pourquoi on ne vous entend pas sur ces questions-là? Mais bien sûr, on nous entend, mais aussi, autant le dire, c'est la vérité. Nous sommes des organisations syndicales qui avons comme forte préoccupation d'abord, mais nos mandats. On vous le concède. Voilà, donc nous réagissons. Mais maintenant sur le manque d'enseignants, mais aujourd'hui je le dis, c'est des redéploiements tous azimuts. Et nous l'avons dit, ça ne règle pas le problème. C'est un recrutement qui le règle. Plus grave que ça,
Nous sommes dans ce qu'on appelle le paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Mais ce paquet-là ne peut pas améliorer l'enseignement si, par rapport au déficit d'enseignants, on trouve comme solution, mais la réduction des volumes horaires. C'est une catastrophe qui est là. Le seul maillon qui manque à ce niveau-là, c'est la jonction entre les organisations syndicales et les parents d'élèves qui, de toute façon, devraient porter ces questions-là aux côtés des enseignants. Alors là, ce sera difficile parce que les parents d'élèves, d'après ce que j'ai entendu, les parents que j'ai eu à suivre dans les médias, ils sont, disons-le, très fâchés contre les enseignants. Mais je vais vous dire, les gens l'oublient, nous-mêmes, nous sommes des parents d'élèves. Moi, je n'ai pas un de mes enfants, encore moins un neveu qui est dans le privé. Tous nos enfants sont dans le public. Si nous sommes arrivés à perturber, à suspendre les cours, ce n'est pas de gaieté de cœur. Écoutez, moi je le dis, quand l'enseignant va à l'examen, quand il ouvre les épreuves, sa pensée va vers ses élèves. Il se pose la première question, est-ce que mes élèves seront en mesure de faire ce travail-là? Même s'il se peut que son enfant, son neveu, sa nièce, sa soeur, son frère fait l'examen. C'est une relation que nous avons avec nos élèves tout à fait intime. L'autre élément que je voudrais souligner, c'est qu'il faudrait qu'on soit davantage plus sérieux quand il s'agit de... On ne peut pas tout le temps dire à l'international que nous, au Sénégal, nous dépensons beaucoup dans l'éducation et que cela n'apparaît pas dans les résultats. Et la question fondamentale de l'école, ce n'est pas forcément les infrastructures ou autres. Certes, il y a un problème d'infrastructure, mais la question fondamentale, c'est la démotivation des agents. Écoutez, nous avons été lors d'un voyage au Maroc pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de la stabilité du système marocain. Et une dame faisait l'exposé sur la situation, sur les réformes engagées au niveau du Maroc, mais la dame a dit quelle que puisse être la pertinence des réformes, si l'enseignant n'est pas au cœur, si l'enseignant ne se sent pas concerné, mais ça ne mènera nulle part. Ce que vous confirmez, c'est qu'il y a aujourd'hui une démotivation des enseignants. Généralisée. Une démotivation généralisée. Et ça se ressent sur les résultats des enfants. Mais bien sûr que ça se ressent, pour la bonne et simple raison. La preuve, l'année dernière, il n'y a pas eu de mouvement de grève. Et pourtant, les résultats, ça veut dire, malheureusement pour nous tous, il y a que nous sommes dans une société où l'enseignant est frustré. Il est d'abord stigmatisé par le régime en place. À défaut de régler les problèmes, on cherche à les... Alors moi, j'ai eu à discuter avec un syndicaliste comme vous. Il me dit à peu près que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de planification au niveau du ministère. La gestion des carrières, ça pose problème. Pourtant, c'est le même ministre qui est à la tête de ce ministère-là depuis 2012. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème dans le système éducatif? Vous savez, nous, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, nous n'avons pas de préoccupation de personne. Nous reconnaissons au chef de l'État la prérogative constitutionnelle de nommer qui il veut au niveau de l'éducation ou ailleurs. À ce niveau-là, nous n'avons aucun problème. Que le ministre de l'Éducation soit M. Serigne Mbaye Thiam, qu'il soit Mayoro ou Nyokhor ou Moustapha Diop, pourquoi pas, mais qu'importe. L'essentiel est que les préoccupations soient correctement prises en charge. Et dans la prise en charge des préoccupations des enseignants, c'est tout le gouvernement qui est concerné. Je voudrais préciser, tout à l'heure même j'ai vérifié, pour les sortants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais comment voulez-vous qu'on ait signé un décret depuis l'année dernière et qu'on attende le décret d'application pour leur permettre de déposer leur dossier? On nous dit que oui, on s'est rendu compte que pour les diplômes de Saint-Louis, il faudrait que la signature des diplômes soit faite par l'enseignement supérieur. Alors que peut-être qui est concerné n'est pas informé de ça. L'autre élément, ça amène des lenteurs. L'autre élément, comment voulez-vous qu'on ait eu à faire une marche dans le cadre des sortants du CNEP de Thiès? On a marché sous le soleil jusqu'au ministère des Sports. On rencontre monsieur le ministre des Sports qui dit tout de suite devant ces jeunes Sénégalais qui ont reçu leur diplôme, qui n'attendent qu'à travailler pour leur pays, on leur dit que dès le prochain Conseil des ministres, on va signer le décret vous intégrant. Et jusqu'au moment où je vois ce décret-là n'a pas été signé. Alors, donc, c'est un gouvernement habitué au dilatoire. C'est un gouvernement qui croit pouvoir conjurer le sort des enseignants par la magie du verbe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit récemment sur les ondes de la radio Walf FM, que pour vous, vous êtes prêts pour le combat? Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que le syndicat que vous dirigez peut porter la responsabilité d'une année blanche s'il faut aller jusque là-bas pour satisfaire vos revendications? La responsabilité d'une année blanche incombe exclusivement au gouvernement du Sénégal. Ce n'est pas aux organisations.
des travailleurs, nous demandons à travailler dans de meilleures conditions. Nous demandons à être traités correctement comme tous les agents de la fonction publique sénégalaise. Écoutez, Moustapha, je sais que vous serez d'accord avec moi qu'il fut un moment où on dit que l'enseignement ou l'éducation, c'est un sacerdoce. Mais vous êtes d'accord aussi que dans le contexte mondial aujourd'hui, mais on ne vit pas de sacerdoce. Les gens à l'époque étaient respectés par ce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, on est respecté par ce qu'on a. Et à partir de ce moment, interdire à quelqu'un, mais de vouloir avoir quelque chose comme tout le monde. Bien sûr, merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Moustapha. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'édition du soir. Dernière note de l'édition du soir, vue du net avec Hassan Gueye. Hassan, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Nous allons commencer avec Kara Mbodj, le défenseur sénégalais d'Anderlecht, qui a failli en venir au mur avec un supporter après leur humiliation face au FC Bruges. C'est dans le championnat belge. Hein? Dans le championnat belge. Ça s'est passé ce dimanche. Le supporter l'a insulté, le traitant de sale chien. Une chose que Kara Mbodj ne pouvait pas supporter. Il dit qu'il accepte des gens, il aime les gens qui disent ce qu'ils pensent, mais de manière polie, avec délicatesse. Mais Kara a sauté sur le supporter, mais les autres supporters l'ont retenu pour le calmer. Alors, les internautes sénégalais se sont déchaînés après la publication de cette information par certains sites comme Sénégo, Sénéweb ou encore Leal.net. Lire quelques, par exemple le Khalifa sur Sénégo qui dit il traite, il a même insulté les Blancs et dit à Kara de ne jamais permettre à ces gens de le dénigrer, alors que même si ça doit lui coûter son poste de défenseur dans ce club. Alors, il y a un autre gars qui dit qu'il n'y a pas de racisme. Presque tous les internautes disent que c'est du racisme. Il dit qu'il n'y a pas de racisme. Regardez ce qui se passe au Sénégal avec les Navétanes. Et qui d'entre vous qui commentez peut dire que je n'ai jamais insulté un joueur de football? Personne peut-être. Mais c'est pas la même chose quand même. Hein? Les insultes qu'on entend dans les Navétanes n'ont rien à voir avec ce qu'on voit. Il faut simplement préciser que Kara Mbodj n'est pas le premier joueur africain à subir de telles humiliations. Samuel Eto'o l'a vécu, Didier Drogba l'a vécu. Mais je crois que la meilleure attitude, c'est celle du Brésilien Dani Alves qui a Paris Saint-Germain, qui a joué avec le FC Barcelone. Quand il était au Barça, on lui a jeté des bananes, il a tout simplement mangé et puis bon, il continue son match. Ah oui. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, on va parler de la Fédération sénégalaise de basketball. Après l'affaire Gorgui Sy-Dieng avec ses 38 millions, 39 millions qu'il aurait prêté à la Fédération, une autre nébuleuse de 300 millions de francs de nos francs vient secouer cette fédération. Alors, lors de l'Afrobasket 2017 masculin, il y avait le 300 millions qu'il a remis à un agent de la fédération, mais jusque-là, on ne sait pas où cet argent est passé. Une chose que déplorent les internautes sénégalais, après la publication de ces portails sur le net, on va en lire quelques commentaires avec Cheikh Tidiane, si vous êtes prêts. Alors, il y a le premier, c'est sur Sénéweb. Bref, il s'appelle, il dit que ce qui me surprend, c'est qu'on semble parler de cash. Record signalé que les 300 millions ont été décaissés et remis à une personne dont l'identité n'a pas été révélée. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une carte bancaire pour tracer toute transaction? On est dirigé par des incapables dans tous les secteurs, c'est juste révoltant. Et il y a d'autres qui disent, par exemple, c'est le cas de Reply, il nous dit qu'il faut simplement demander à ces personnes où est passé l'argent. Pourquoi le ministre ne convoque-t-il pas ses collaborateurs pour savoir où est passé le fric? Alors, donc, beaucoup de gens en parlent. Alors, même sur Sénégo, il y a Mbeur qui dit que lui, il s'est texté. Rien ne va se passer. Alors, les fétiches vont sortir. Préparez-vous. Ils vont marauder tout le monde et s'en sortir comme ils savent le faire tout le temps. Et nous allons terminer avec... Il faut rappeler que le ministre Matarba avait convoqué la presse cet après-midi. Certainement, il va donner des éclairages par rapport à ces questions-là. Effectivement, Moustapha, nous allons terminer avec le rappeur Ngaka Blindé, qui est arrêté par la police des Parcelles Assainies avec 5 à 6 millions de francs CFA. Alors,
son manager dit que c'était pour le tournage d'un clip. Pour l'instant, il est sorti sur CNews pour déclarer que son rappeur était en train d'utiliser cet argent pour le tournage d'un clip. Mais les internautes parlent de l'affaire, reviennent sur l'affaire Thione-Seck, qui a défrayé la chronique il y a quelques mois, ou bien je pense une année, quelque chose comme ça. Et ils disent qu'en ce moment, il faut libérer Ngaaka Blindé pour faire jurisprudence, car il y a la jurisprudence Thione Ballago Seck avec ses millions. Alors, surtout pas jurisprudence Thione Ballago, parce que Thione Ballago a fait plusieurs mois de prison avant de sortir, donc c'est pas facile. Hein? Alors, il est toujours en liberté provisoire, le grand Thione Ballago. Certains internautes commencent à l'appeler le fils de Thione sur le net à ce moment-là. C'est de la provocation. Alors, le Sénégal aussi. Alors, il y a un autre qui s'appelle le Sénégal Monnaie. Lui, il dit que les gens achètent des terrains de 200 millions sans travailler et personne ne se pose de questions. Les impôts, nada. Pays de... Voilà, tout le monde vole. Et les gens descendent très bas. Les gens descendent très bas dans ce pays. Tout le monde est corrompu. Lui, c'est ce qu'il dit, et a commencé par les autorités politiques. Donc voilà, Moustapha, les trois informations qui ont fait le buzz, comme on le dit souvent, sur Internet. Les forums des sites Internet sénégalais, il y a tous les jours à manger et à boire. Merci à vous, Hassan Gueye. Merci également à Saourou Sène, encore une fois, d'avoir bien voulu répondre à cette invitation de l'édition du soir. Édition du soir, juste après moi, retrouver Papa Diaye dans son émission Balance qui traite aujourd'hui de l'affaire Khalifa Babacar Sall. Son invité, Babacar Ba du Forum du Justiciable. Il est juriste et consultant. Et après Papa Diaye, Werwerle avec un intéressant sujet. Aoudiom Diaye va parler avec son invité de l'appareil de la reproduction. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à Walf et bien à vous.